Les œufs grésillaient gaiement dans la poêle, aux côtés de 2 tranches de bacon bien grasses. Quelques éclats d'huile de cuisson venaient tacher la surface du four de manière intermittente, mais la femme ne s'en préoccupait pas. Par la fenêtre ouverte au-dessus de l'évier, on entendait les joyeux trilles matinaux des oiseaux. Les rayons du soleil illuminaient la petite cuisinette ainsi que la table à manger, faisant briller les minuscules particules de poussière qui virevoltaient paresseusement dans l'air. La vieille radio portative d'Arnie était réglée sur une station locale qui ne jouait que des vieux classiques la fin de semaine. Idéal pour une journée qui s'annonçait radieuse. Mais rien de tout ça n'émouvait Bethany. Un pli barrant son front, elle regardait les œufs sans réellement les voir, l'esprit ailleurs. Les lèvres pincées, elle avait à peine conscience de préparer le déjeuner de son conjoint, fonctionnant sur le pilote automatique. Habilement, elle maniait la vieille spatule en bois avec adresse, retournant le contenu de la poêle sans éviter de le brûler. Il avait bien 30 ans d'âge. Le manche avait perdu de son lustre et quelques copeaux avaient disparu, faisant en sorte que l'extrémité était plus pointue. Bethany marqua un temps d'arrêt, détaillant son outil de cuisine, replongeant du même coup dans ses souvenirs douloureux. Alors qu'elle n'avait que 12 ans, sa mère les avait quittés, sans crier gare. Selon son père, elle s'était acheté un billet de bus et avait disparu dans la nature, les laissant sans un regard en arrière. Si Bethany avait pleuré de longues semaines, son père Harry s'en était remis rapidement, arguant que c'était pour le mieux, qu'il n'avait pas besoin d'une emmerdeuse qui lui dise quoi faire et quand le faire. Bethany avait dû, dès lors, sous la férule de son parent unique, devenir une sorte de ménagère, en plus de l'école et de sa vie personnelle. Davantage attiré par les douces promesses enivrantes de l'alcool, l'homme n'était certainement pas le plus doué en matière d'éducation. Devenu célibataire endurci, il s'était révélé en définitive n'être qu'un sale con, qui, s'il ne l'avait jamais molesté ou abusé de quelque façon, y avait souvent songé entre 2 gorgées de whisky. La jeune fille de l'époque frissonnait à chaque fois que le regard d'Harry se braquait sur elle, la rendant mal à l'aise. Il avait été dur avec elle, la traitant de tous les noms et la tenant pour principale responsable de tous les maux qui lui étaient tombés sur la tête, dont le départ de sa mère. Chaque matin, la fin de semaine, elle avait dû préparer son premier repas de la journée, exactement comme elle le faisait avec Arnold, son mari. Certaines habitudes étaient plus tenaces que d'autres. Revenant à l'instant présent, absorbée à préparer le déjeuner, elle se balançait lentement de gauche à droite dans sa robe de chambre défraîchie. Elle fredonnait tout bas les paroles de la chanson que crachaient les transistors fatigués. Il s'agissait de Summer of '69 de Bryan Adams, l'une de ses préférées. Elle n'avait jamais vu le chanteur se produire sur scène, mais les paroles la rendaient nostalgique d'un temps plus gai, d'une jeunesse à jamais perdue. Les cernes sous ses yeux témoignaient de la nuit blanche qu'elle venait de traverser, trop secouée pour trouver le sommeil. Bethany replaça une mèche cuivrée de cheveux gras et rebelles derrière son épaule. Elle quitta momentanément sa cuisson pour ouvrir la porte d'armoire à sa gauche et s'emparer d'une assiette ovale ornée d'un lit serré en or. Arnold aimait bien se servir sa vaisselle et il n'osait pas déroger à ses habitudes. Elle sentait encore son entrejambe qui les lançait après leurs ébats de la nuit dernière. Elle soupira et referma la porte d'armoire en réprimant la boule d'émotion qui menaçait d'éclater jusque dans sa gorge. Crier n'aiderait pas sa cause. Ce bon vieux Arnie s'emporterait à coup sûr et elle en serait quitte pour se faire hurler dessus pendant une bonne heure. Elle sentait cependant qu'elle avait atteint un point critique dans sa vie. Malmenée par son père et ensuite par son conjoint qui se trouvait pratiquement être une copie conforme d'Harry, elle avait vécu une existence silencieuse, courbant l'échine devant la colère des hommes. Elle était consciente d'être malheureuse dans ce ménage, mais Arnie avait été son choix, sa faute à elle. Si elle l'avait marié, elle croyait, non, elle savait, que c'était parce qu'il lui rappelait son père. Il était aussi hargneux et colérique que ces derniers.
Aujourd'hui, elle avait pris une décision. Traumatisée par une séance de jambes en l'air qui était allée beaucoup trop loin, Bethany était sur le point de perdre les pédales. Elle sentait encore l'haleine avinée d'Arnold sur sa peau alors qu'elle s'activait au-dessus et autour d'elle, la labourant sans cesse en Hannah. Cette nuit, elle n'avait plus été sa femme, simplement sa chose, son jouet sexuel. Ça avait été la goutte de trop pour l'esprit de Bethany. Elle avait senti quelque chose mourir en elle à cet instant et autre chose s'éveiller. Un instinct de survie, bestial et primaire. Une force dont elle ne savait pas encore quoi faire, alimentée par une haine et une rage accumulées durant toutes ces années. Elle perçut soudainement un craquement en provenance de la chambre. Elle pinça les lèvres de nouveau, sentant son cœur se serrer. Elle savait pertinemment d'où provenait ce bruit. La bête émergeait de son sommeil. Elle entendit un pet sonore disgracieux, annonçant en grande pompe l'arrivée orageuse de son cher mari. Il apparut bientôt dans l'encadrement du couloir de la cuisine, lorgnant les environs d'un œil encore humide. « Putain, bête, c'est quoi tout ce boucan? » grogna-t-il d'un air mauvais. Il semblait de plus mauvaise humeur que d'habitude, et une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit de la femme. Le moindre petit contretemps de sa part, et ce serait comme une invitation pour Arnold à lui rendre la vie misérable. Elle se garda bien de répliquer. Elle était tendue comme une corde de violon, la spatule à la main, des étincelles de grâce égaillant sur le four. Elle grimaça un sourire qu'elle espérait convaincant. Se tordant les mains, elle lui présenta la poêle et son contenu appétissant. « Je te prépare ton déjeuner, mon chéri. » L'homme ne répondit que par un grommellement inintelligible, se traînant jusqu'à la table à manger, s'écrasant sans grâce sur une chaise. « J'espère que ce sera meilleur que le souper de la veille, » lança-t-il d'un ton sarcastique. Il observa la silhouette de son épouse et éprouva un certain plaisir à la voir se crisper sous la critique. Même si elle lui tournait le dos, occupée avec la cuisine, il savait qu'il avait visé juste. Pour Bethany, la remarque fut comme une gifle au visage. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Comme son père, son mari ne pouvait s'empêcher de la faire souffrir. Le hurlement qu'elle réprimait au fond de sa gorge essayait à nouveau de se frayer un chemin. Elle exploserait très bientôt si rien ne changeait. Combien de malheurs un être humain pouvait-il endurer avant d'éclater? Elle eut l'impression que son cœur se durcit lorsqu'elle songea qu'elle pourrait le tuer, s'assurant que plus aucune narine délicate ne soit incommodée par ses vents nauséabonds, s'assurant que plus jamais il ne puisse la dénigrer pour la simple envie de se montrer supérieure à elle. Évidemment, elle devrait en payer les conséquences, mais ce serait difficilement pire que l'existence merdique qu'elle menait. Dans son esprit torturé, l'envie de meurtre se fit forte, pressante. Elle frotta la spatule contre le comptoir, s'imaginant un couteau planté dans la chair tendre du ventre proéminent de son cher mari. « Hé !» ajouta Arnold derrière elle en ricanant. « Tu devrais peut-être enlever ces œufs du feu si tu veux que ça soit encore comestible. » Bethany sentit la tension la submerger et soudain l'élastique en elle claqua. Elle l'entendit même très bien. Ses doigts se crispaient sur la poignée de la spatule et ses yeux s'étrécirent. Elle endurait depuis trop longtemps les moqueries et les sobriquets, mais là, maintenant, aujourd'hui, c'était terminé. Transférant la nourriture de la poêle à l'assiette au liseré doré, elle se retourna pour servir le tout à la table. Elle se figea en reconnaissant Harry, son père, à la place d'Arnie. Plongeant son regard dans le sien, l'homme retroussa les babines. « Tu songes à te barrer comme ta mère avant toi, pas vrai? » siffla-t-il, se fendant d'un sourire en coin. Elle manqua à échapper l'assiette sous la surprise et, papillotant des paupières, secoua la tête. L'illusion disparut comme elle était apparue. Arnold la dévisagea, la détaillant comme s'il était un spécimen d'animal particulièrement stupide. « C'est pour aujourd'hui ou pour demain? » gronda-t-il. Le cœur battant la chamade, la femme recula de quelques pas. Ses pensées tourbillonnaient à une vitesse infernale et sa bouche était sèche, tellement elle était sous le choc. La respiration haletante, elle récupéra une fourchette dans le tiroir. Elle posa tout devant son mari et retraita vers le four, encore secouée de ce qu'elle venait de voir. Se pouvait-il qu'elle perde la raison? À force de se faire rabaisser et à plus forte raison avec ce qu'elle avait vécu la veille, était-elle en train de devenir cinglée? Bien sûr que le manque de sommeil dû à la nuit blanche devait jouer, autant que le stress qu'elle vivait en permanence, en compagnie de ce singe dégoûtant qui se prétendait un homme. Ou alors, Bethany porta la main à ses lèvres, tandis que ses yeux s'écarquillaient. Peut-être Harry et Arnold n'étaient-ils simplement que deux faces de la même personne, envoyées pour la tourmenter à mort. À cet instant,
Elle perdit le mince contact qui lui restait avec la réalité, emportée dans une folie construite depuis des décennies, pierre par pierre, remarque cinglante par remarque cinglante. Sans réfléchir, elle attrapa la spatule en bois, encore graisseuse, qui traînait dans la poêle et contourna son mari qui enfournait avidement son déjeuner, sans un remerciement pour la cuisinière. Se positionnant dans son dos, elle caressa son épaule d'une main. Avant même qu'il ne lui demande de s'écarter, elle leva le bras tenant l'ustensile et, d'un coup sec, enfonça le bout effilé du manche dans la base de la nuque de l'homme. Un jet de sang éclaboussa la robe de chambre de Bethany, en même temps qu'Arnold émettait un borborigme de surprise et de douleur, sursautant sur sa chaise. La spatule n'était pas suffisamment plantée dans le corps de son enfoiré de conjoint au goût de Bethany. Ce n'était pas un couteau, ni même une fourchette, alors c'était un peu normal. Elle s'apprêtait à la retirer pour l'enfoncer plus profondément quand Arnold se dressa de toute sa taille pour échapper à l'assaut. « Oh non, pas cette fois !» rugit Bethany, se découvrant elle-même une force insoupçonnée. Profitant du fait que son mari n'était pas totalement d'aplomb, debout au-dessus de son siège, mais à demi penché à cause de la table, elle l'agrippa par les cheveux et le ramena violemment à sa place. Incommodé par la blessure à la nuque, interloqué par la situation, l'homme ne résista pas. Avec un cri de rage, la femme extirpa l'outil de cuisine de sa gaine de chair, libérant un nouveau flot d'hémoglobine. Du même geste, elle lui asséna un nouvel assaut qui s'engouffra cette fois presque au tiers de la spatule en bois, aussitôt immergé par un flot de liquide chaud et rouge. À la radio, Bryan Adams céda le pas à AC/DC et leur chanson Back in Black ajoutant une ambiance surréaliste à la scène. Arnold fut subitement pris d'une crise de tremblement, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Ses bras s'ajoutaient en tous sens, frappant la table, envoyant voler l'assiette et le déjeuner entamé. L'assiette au liseré d'or éclata avec fracas sur le carrelage, mais le couple n'y prêta aucune attention. Le drame qui se jouait à présent semblait aspirer le temps lui-même, alors que le monde paraissait s'être figé, attendant le dénouement pour reprendre son cours. Arnold n'avait toujours pas prononcé le moindre mot, luttant pour sa survie. La femme tenait bon sur sa prise, cherchant à enfoncer davantage son arme improvisée dans la tête. Jamais plus il ne la rabaisserait. Jamais plus il ne se moquerait. Elle avait l'impression de voir, alternativement, le visage de son père, puis celui d'Arnold, sur le corps qui se débattait frénétiquement, levant les mains pour tenter de déloger l'intrus de sa nuque. Mais la spatule était hors de portée. Après une ruée vers l'arrière d'Arnie, Bethany retraita jusqu'à ce que son dos heurte le comptoir. Elle vit sans y croire son mari finir par s'affaler mollement sur sa chaise, un long filet de sang descendant le long de son dos et de ses omoplates pour venir se perdre dans les replis de son boxer. Le tissu du siège commençait déjà à s'imbiber avant que l'homme n'arrête finalement de bouger. Finalement, plus rien ne bougeait dans la cuisine. Les traits tirés, les yeux exorbités, Bethany observait son œuvre avec un sentiment mitigé, à mi-chemin entre l'horreur et la jubilation. Oui, elle avait tué un homme de sang-froid, mais la voilà libre, sans bourreau. Elle couvrit sa bouche de ses deux mains, échappant à un rire changeois qui ressemblait davantage à un jappement. Des larmes s'écoulaient librement de ses paupières, tandis qu'un poids glissait de ses épaules. Elle vacilla sur ses jambes et s'adossa au comptoir pour se retenir. Comme un drapeau planté au sommet de l'Everest, la partie plate de la spatule tenait toujours bien droite, dépassant de la nuque d'Arnold. Elle prit une grande inspiration, remarquant pour la première fois la journée ensoleillée par la fenêtre. Elle entendait les oiseaux chanter leur mélodie, s'entremêlant aux dernières notes provenant de la radio. Elle sentait qu'elle n'avait plus toute sa tête, emportée dans la tourmente de sa vie bordélique. Maintenant que l'irréparable avait été commis, c'était avec sérénité qu'elle se laisserait dériver. Elle avait combattu et vaincu son monstre personnel. Rien à ajouter dans son cas. Regardant autour d'elle, Bethany détailla le dégât de porcelaine et les résidus d'œufs et de bacon. La scène finit par réveiller son estomac et une faim vorace la prit. La femme se détourna du cadavre d'Arnold, ouvrant le tiroir pour récupérer une nouvelle spatule, en plastique celle-là. Elle attrapa la poêle avec l'intention de se faire à manger. Après, elle irait peut-être courir les boutiques ou profiter simplement du soleil. Elle devrait faire face à la réalité éventuellement, mais la réalité pouvait attendre qu'elle savoure sa victoire. À la radio, elle entendit les premiers accords de la chanson Sweet Child of Mine de Guns N' Roses et se mit à fredonner doucement, se balançant de gauche à droite. Jean attendait sur le bord du trottoir.
Nerveusement, il jetait des regards d'un côté puis de l'autre, pianotant du bout des doigts le revers de ses poches de jeans. Il n'y avait pas foule au Vieux-Port de Montréal aujourd'hui, et encore moins autour du kiosque de la vieille femme où il s'était arrêté. Non pas qu'il se sentait coupable d'acheter quelque chose à la gitane, loin de là. Quel conjoint n'avait jamais offert un bijou à sa copine, après tout? Non, ce qui causait son agitation résidait davantage dans la raison de cette emplette impulsive. Depuis plusieurs semaines, il avait commencé à entrevoir des signes inquiétants chez Florence. Elle était de plus en plus absente ou scotchée sur son cellulaire, à écrire des messages qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Si elle se montrait toujours aussi gentille qu'auparavant avec lui, il n'arrivait plus à trouver la même intimité qu'autrefois, et plus souvent qu'autrement, il allait se coucher seul le soir, le cœur lourd. Ces derniers jours avaient été plus pénibles, alors qu'il cherchait une façon d'ouvrir la discussion avec sa conjointe des 10 dernières années sur ce qui leur arrivait présentement. Leur histoire risquait-elle de basculer? Ou était-il tellement plongé dans la routine qu'elle-même ne se rendait pas compte qu'elle mettait son homme de côté? Il fallait souligner le fait que Jean n'était pas d'un naturel jaloux. Il n'y avait aucun problème que sa femme aille sortir dans les bars avec ses amis ou ses collègues. Mais depuis qu'elle avait commencé à prendre des cours de slackline avec son cher Antonio, Jean avait ressenti une ombre s'installer entre eux deux. Le professeur était bien mis de sa personne, en super forme et d'un charme désarmant, alors que Jean, s'il se défendait bien contre la moyenne des ours, il n'était clairement pas de calibre dans toutes les questions sportives. Et comme Florence semblait s'être découverte une nouvelle passion pour ce loisir, les deux larrons passaient énormément de temps ensemble. Trop au goût de Jean. « Voilà !» grinça la vieille femme en se retournant vers lui avec un accent français à couper au couteau. « Je finis collier pour vous !» Elle tendit les bras au-delà du comptoir du kiosque et lui remit le petit pendentif et la chaîne en or. Elle venait de terminer la gravure sur le corps et hocha la tête. « Ça a être puissante magie, messieurs. Pas à utiliser à la légère, d'accord, oui? » Elle lui servit un regard sévère, pinçant les lèvres. L'homme baissa les yeux sur le bijou et serra le poing dessus. Il pouvait quasiment sentir la puissance irradiée de la breloque et se força pour grimacer un sourire. « Oui, je sais, vous avez été très clair sur ce point. » La vieille scruta les environs et, satisfaite de n'y trouver aucune oreille indiscrète à porter, se pencha vers Jean. Elle riva ses yeux aux siens. « Parfois, savoir secret amoureuse, pas bon pour Chava. Encore pire pour Romney, femme. »« Pardon, vous dites? » répliqua Jean en s'approchant. La vieille femme leva les yeux au ciel. « Chava, pour l'homme! » cacta-t-elle en ricanant. Son sourire à demi édenté convainquit Jean de retraiter de quelques pas subtilement, histoire de ne pas hérisser la vendeuse. Il mit la main libre dans sa poche pour en retirer son portefeuille en écaillant sombrement. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Si tout va pour le mieux, je n'aurais fait que lui acheter un superbe bijou. Dans l'autre cas... » La femme croisa les bras, lorgnant les billets qui s'alignaient comme de braves petits soldats entre les doigts de son client. En règle générale, elle n'utilisait jamais son don pour confectionner de tels colliers, encore moins pour les gens qui ne savaient pas s'en servir. La magie gitane n'était pas à prendre à la légère et pouvait causer énormément de dégâts. Cependant, les temps étaient durs et toute oseille était bonne à prendre. Elle avait demandé un prix exorbitant à ce Gievo, cet homme convaincu que sa femme le trompait, et il n'avait rien demandé de plus qu'une gravure pour le personnaliser. Au fond d'elle-même, elle ne réussit pas à trouver le moindre gramme de pitié pour lui. À son sens, tout homme incapable de trouver la vérité par ses propres moyens méritait son sort. Elle encaissa son dû, une somme pour le collier lui-même, plus un surplus confortable pour le maléfice lancé sur l'objet. Plus rapidement qu'un prestidigitateur sur scène, elle fit disparaître l'argent dans sa manche et sourit. Avec sa tignasse ébouriffée de crin gris, elle n'était pas loin de ressembler à une sorcière de conte de fées. « Vous êtes satisfait, alors? »« J'imagine, » répliqua l'homme. « Je présume qu'au cas où ça ne marcherait pas, vous ne faites pas de remboursement. » Son interlocutrice s'agita soudainement, éclatant de rire. Ça produisait un son rocailleux, comme une pierre dégringolant une falaise. « Jamais de ma vie! » s'exclama-t-elle au comble de l'hilarité. « Magie créée pour vous. Reprendre serait dire malheur sur moi et famille. Restez assuré, monsieur. Collier efficace. » « Je n'ai qu'à lui mettre le collier et c'est tout. »
Il fronça les sourcils, ouvrant les doigts pour observer de plus près le pendentif en forme de cœur. Il ne présentait aucun détail particulier, outre la phrase qu'il avait demandé de graver. « À toi pour toujours. »« On va, oui. » « Et qu'est-ce qui est supposé se passer? » questionna encore Jean. « Si elle voit quelqu'un d'autre, il va se mettre à briller ou un truc du genre? » La vieille femme se fendit d'un sourire carnassier, plissant les paupières. Jean n'aurait pas pu jurer qu'à cet instant, la température autour d'eux n'avait pas baissé de quelques degrés. Ou alors, le bijou absorbait peut-être la chaleur autour d'eux. « Vous croire, Chava, ces femmes infidèles, pas difficile de s'apercevoir. » Florence descendit de l'estrade en sueur. Il s'entraînait depuis quelques heures et elle n'avait pas l'impression de réellement faire d'amélioration. Elle, qui tirait d'ordinaire une grande satisfaction à tirer son épingle du jeu dans tout ce qu'elle entreprenait, ses nombreux échecs dans cette discipline avaient de quoi la rendre furieuse. Elle avança la lèvre inférieure pour souffler une mèche rebelle qui s'était aventurée devant ses yeux. Quelques cheveux s'étaient échappés de sa queue de cheval rousse et elle s'arrêta le temps de réajuster le tout. Tout autour d'eux, dans le petit gymnase, de nombreux autres amateurs s'escrimaient à garder l'équilibre sur le mince fil tendu. Si certains pouvaient se flatter de pouvoir demeurer en place, la majorité finissait la course sur le tapis au sol, cul par-dessus tête. Antonio arriva derrière elle en riant doucement. Dans un mouvement rendu machinal par l'habitude, il passa son bras autour de sa taille pour l'attirer à lui. « Relax! Tu sembles sur le point de vouloir manger l'élastique pour lui faire payer toutes tes chutes d'aujourd'hui. Si je t'ai pas dit 10 000 fois qu'il fallait mettre ton ego de côté et aborder l'activité avec une attitude de lâcher prise, c'est que je te ne l'ai pas dit une fois. » Elle gloussa avant de se défaire de sa poigne, finissant de se recoiffer. « C'est ça. Je ne suis pas le genre à baisser les bras, mais sans faire de mauvais jeu de mots, cet exercice me donne du fil à retordre. »« Ça viendra, pas de stress, » assura l'homme en se collant de nouveau. « Tu as réfléchi à ma proposition? » La femme roula des yeux en rougissant violemment. Heureusement, les autres participants étaient fort occupés sur leur propre ligne et ne prêtaient pas attention à leur conversation. Elle perdit son sourire en fronçant les sourcils, soupirant. « Je t'ai demandé de ne pas m'en parler en public, » murmura-t-elle rapidement. « Imagine que mon mari finisse par savoir que tu me fais des avances. Pire, qu'on a couché ensemble une fois. Déjà que je sais qu'il se doute de quelque chose, je n'ai pas envie de tout saboter pour une histoire d'un soir. » L'homme accusa le coup, feignant d'être blessé dans son orgueil. Il l'attira un peu à l'écart, les mains sur les hanches. « Une histoire d'un soir? » répéta-t-il tout bas, vexé. « Parce que c'était tout ce que c'était pour toi? Ça fait bien 2 semaines qu'on s'est envoyé en l'air, et j'attends autant que toi la prochaine occasion. Ce n'est pas moi qui envoie des textos enflammés jusqu'à tard dans la nuit. »« Ça va, tempéra Florence, posant sa main sur l'épaule d'Antonio pour l'encourager à se calmer. La dernière chose qu'elle désirait, c'était de devoir affronter une scène d'un amoureux déçu dans ses sentiments en pleine foule. Elle ne connaissait pas personnellement toutes les personnes qui se trouvaient dans le gymnase, mais à l'idée de sa vie privée déballée, elle se sentait prise de panique. « Je n'ai pas fini, » continua Antonio, brandissant un index autoritaire. « Que ton mari le découvre ne serait peut-être pas la pire des choses qui puissent arriver, figure-toi. Tu es malheureuse dans ce couple, c'est toi-même qui me l'as dit. » Florence baissa les yeux, portant la main à sa tempe. La migraine qui s'annonçait promettait d'être phénoménale. Elle qui n'avait voulu qu'une évasion coquine, dans les bras d'un autre homme que celui avec qui elle partageait sa vie depuis de si nombreuses années, voilà qu'elle se retrouvait coincée avec les conséquences. Mais les choses avaient pris un tourment trop sérieux à son goût, et même si la routine établie avec Jean commençait à lui peser, elle n'était pas prête à tirer un trait définitif sur lui. Après tout, c'était un bon gars, qui méritait beaucoup mieux que de se faire jouer dans le dos. Cependant, si elle ne voulait pas poursuivre l'expérience avec Antonio, lui n'entendait pas de cette oreille. « Écoute, » commença-t-elle, mais Antonio la coupa. « C'est toi qui vas m'écouter. Je ne suis pas une feignasse comme ton mari. Je sais ce que je veux et je n'ai pas l'intention de me faire retourner comme un malpropre. » Il prit le temps de s'assurer que personne ne les regardait avant d'approcher sa bouche de l'oreille de Florence, qui frissonna malgré elle. « Demain, tu passes chez moi, pour des cours privés. On est plus que dû pour une leçon corps à corps. » Non, ce n'est pas une bonne idée, Antonio. L'homme l'agrippa par le bras, rivant ses yeux aux siens. La femme gémit de douleur, la poigne était solide et compressait ses biceps. « Ce n'était pas une requête, Flo, » gronda-t-il. « Trouve une raison. Démène-toi. Si
Si tu n'es pas chez moi à 21h demain, j'irai moi-même trouver ton cher petit mari pour lui raconter toute l'histoire. Et après, on verra comment tu t'en sors. » Elle essaya de se dégager, sentant le sang lui monter aux joues. Irritée de se faire intimider de la sorte, elle se hérissa. « Tu fais du chantage maintenant ?» siffla-t-elle. Antonio la relaça en haussant les épaules. « Parfois, certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce pour prendre des décisions importantes dans leur vie. Maintenant, tu me haïs peut-être, mais plus tard, tu me remercieras. Je n'accepterai pas éternellement de jouer le second violon, Flo. Demain, tu décides avec qui tu veux passer le reste de ta vie. » Il lui décocha un clin d'œil salace avant de la laisser en plan, seule avec elle-même. « N'oublie pas ça en venant, » lui rappela-t-il d'une voix plus forte, sans se retourner. Jean avait décidé d'organiser le souper spécialement pour sa femme, dans le but de créer la meilleure ambiance possible pour lui offrir le collier. Jusqu'à présent, la stratégie semblait porter ses fruits, puisque Florence n'avait pas consulté son téléphone une seule fois. Plus incroyable encore, l'appareil n'était nulle part en vue. Elle restait là, son verre de vin à la main, en train de le regarder cuisiner, bavardant et riant comme dans le temps. Elle avait beau se creuser la tête, il lui était difficile de se remémorer la dernière occasion où ils avaient profité d'un repas ensemble, sans qu'un écran ne vienne s'immiscer entre eux deux. Elle lui apparaissait plus détendue, souriante et attentionnée, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Après toutes les soirées assombries par de mauvaises pensées à ressasser encore et encore les mêmes doutes, ces quelques moments passés en bonne compagnie avec sa Florence représentaient un cadeau inespéré. Autant une partie de lui voulait croire que les choses allaient finalement peut-être s'améliorer d'elles-mêmes et qu'il avait dramatisé la situation, autant ce sentiment de jalousie qui le corrodait désormais de l'intérieur lui susurrait à l'oreille qu'il ne devait pas se laisser berner aussi facilement par cette mascarade. Il ressentait un réel inconfort à utiliser le stratagème de la vieille gitane dans sa quête de vérité, mais d'un autre côté, cette impression de vivre auprès d'une conjointe qu'il ne reconnaissait plus, et ce, depuis quelques semaines, usait son moral au point de friser la dépression. Il n'était pas dépendant affectif, mais de se voir ignoré la plupart du temps, relégué au rang de figurant au bénéfice d'un cellulaire, ça vous changeait drastiquement une perspective de vue. Pour l'avenir de son couple, comme pour sa santé mentale, il se devait d'aller jusqu'au bout. Il assumerait les conséquences de son geste. Si ses pires craintes s'avéraient fondées, il réagirait en gentleman. Sinon, eh bien, il aurait toujours le temps de s'excuser auprès de Florence, en espérant qu'elle saisisse son désarroi. Il avait résolu de lui offrir le bijou à la fin de la soirée. Peut-être même serait-elle tellement conquise par ce cadeau inattendu que sa bonne humeur renouvelée perdurerait quelques jours supplémentaires. Que le cellulaire et ses messages personnels resteraient sur la table de chevet, bien loin de leur petite, et si agréable, somme toute, routine. Il n'aspirait que retrouver cette complicité si chère à ses yeux avec sa conjointe. Pour le meilleur ou pour le pire, il aurait réponse à ses questions. Il n'avait aucune idée du fonctionnement du bijou, encore moins du comment il lui ferait savoir si sa femme lui était infidèle ou non. La vieille gitane n'avait jamais voulu lui répondre, se refermant comme une huître et lui donnant du tchava à souhait. La réputation que ces gens entraînaient avec eux l'avait dissuadé de la harceler davantage. Elle avait ricané devant lui, jusqu'à s'étouffer, et il avait tourné les talons en fulminant. Il se rendrait compte par lui-même, tout simplement. Après tout, ce n'était pas comme s'il avait l'intention de la tuer. Il lui servit son fameux bœuf bourguignon avec une crème brûlée en dessert, à la française comme elle l'appréciait, tout en s'assurant que leur verre de vin ne fût jamais vide. Ce fut, et de loin, leur meilleure soirée depuis des lustres, et lorsque l'horloge murale indiquait minuit, Jean sentit un pincement au cœur en s'apercevant que s'il voulait mener à terme son plan, il devait agir sur le champ. « J'ai encore une surprise pour toi », lança-t-il en desservant la table. Il lui prit son assiette, alors qu'elle roulait des yeux doux, portant la coupe de vin à ses lèvres. « Ma foi, je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, mais j'espère qu'elle repassera souvent, » gloussa-t-elle avec un clin d'œil. « C'est moi ou on vient d'entamer une deuxième bouteille? » Jean déposa la vaisselle dans l'évier et vérifia le niveau des stocks. « Je dirais plutôt qu'on vient de la finir, » ricana-t-il. « On a à peine eu le temps de goûter, j'ai l'impression. » La femme haussa les épaules avec une joyeuse insouciance, lui décochant un clin d'œil complice. « Il m'en reste encore. Si tu es sage, je t'en regarderai peut-être une gorgée. »« Pas avant que tu aies déballé mon cadeau, » lança-t-il en attrapant la boîte achetée le jour même, agrémentée d'une boucle dorée.
Il n'avait pu se résoudre à faire apparaître le bijou sans emballage. Toutes les boutiques offraient des contenus pour les parures et il avait magasiné l'écran idéal, ni trop chic, ni trop bon marché. En s'approchant, il ressentit une vague de culpabilité, sachant très bien que ce qu'il s'apprêtait à faire était loin d'être moral. Elle lui accordait sa confiance, le complimentait sur sa cuisine, et lui passerait un maléfice au cou avec un grand sourire. Ses doigts se crispèrent sur le contenant et son visage se figea, alors qu'il avait un dernier remords qui bataillait ferme dans son esprit pour qu'il abandonne cette idée. Ce fut Florence qui scella son destin en s'emparant de la boîte avec un regard aguicheur. « Oh, monsieur se permet des folies en plus. J'en connais un qui travaille fort pour gagner des points auprès de sa belle », s'exclama-t-elle en riant. Elle retourna l'emballage dans tous les sens et le porta à ses oreilles en le secouant, tirant la langue sans même s'en rendre compte. Il esquissa un sourire ravi en voyant cette mimique qu'il trouvait si adorable. Il reprit sa place à la table, expirant longuement. « Voilà, c'est parti », pensa-t-il, son cœur battant la chamade. Florence déballa sans attendre, enlevant avec délicatesse la boucle pour la coller sur sa coupe à moitié pleine. Elle leva des yeux, remplis d'étincelles, un instant surgent, avant d'ouvrir posément l'écrin. Découvrant le magnifique collier rehaussé d'une breloque en forme de cœur en or, elle se cacha la bouche de la main. « Oh mon Dieu, Jean! Tu l'aimes? » s'enquit-il nerveusement. Elle redressa le menton. « Tu veux rire? Je l'adore. C'est-tu vrai? » L'homme acquiescia. « De l'or, oui. Rien que meilleur pour la meilleure. Tu sais comment je pense. » La femme secoua la tête. « Mais ça a dû te coûter une petite fortune, enfin. » Jean balaya l'air de la main, soudainement attiré par un point dans le coin de la pièce. Il se sentait heureux de lui plaire, mais connaissant le secret du collier, il ne pourrait être totalement réjoui qu'elle l'apprécie autant. Si elle en avait eu horreur, il l'aurait simplement mis de côté et l'histoire aurait été réglée. Mais désormais, même s'il préférait rebrousser chemin, elle saurait qu'il y avait anguille sous roche. « Tu veux bien me le mettre? » demanda-t-elle, prenant la chaîne entre le pouce et l'index et le levant en hauteur des yeux pour mieux l'admirer. L'homme hocha la tête sans parler. Il quitta sa chaise et passa derrière elle, récupérant le bijou au creux de sa paume. Il sentait encore la chaleur émaner de l'objet et se demanda si Florence l'avait perçue également. Était-il possible qu'il soit le seul à éprouver cette énergie qui irradiait? Allait-il réellement habiller sa conjointe de cette breloque enchantée par une gitane? « Alors » le taquina gentiment Florence, baissant la tête pour lui permettre d'opérer. « Tu ne trouves pas le fermoir ou quoi? » Pinça les lèvres, elle s'exécuta rapidement, pour la plus grande joie de la femme qui attrapa le petit cœur pour mieux l'examiner. « À toi pour toujours. C'est vraiment mignon, approuva-t-elle alors que Jean revenait à ses côtés. Elle s'empara de sa main avant qu'il ne se rassoie et la porta à ses lèvres. Jean se retourna, perplexe. S'attendait-il à recevoir un message divin directement du collier ou un signe incroyable? Il n'eut droit qu'à une naïade appuyée et langoureuse de sa femme. Le temps sembla s'arrêter à cet instant et les deux amoureux finirent par décider d'un commun accord, sans échanger la moindre parole, que le repas était terminé. Ils passèrent à la chambre à coucher, abandonnant avec fièvre morceau de vêtement après morceau, formant une piste facile à suivre vers le lit conjugal. Ils firent l'amour ce jour-là, sans réfléchir, profitant du moment. S'ils avaient su les pensées qui flottaient à la surface de leurs esprits respectifs durant cette étreinte enflammée, nul doute que la passion se serait envolée en un claquement de doigts. Pendant que Jean n'arrivait pas à détacher son regard du pendentif, la femme, quant à elle, s'efforçait d'ignorer que le lendemain, elle devrait faire face à son amant. Si cette soirée avait été importante pour Jean, pour Florence, ça avait été comme une redécouverte. Une révélation de la chance qu'elle avait de partager sa vie avec un homme aussi attentionné avec elle. Alors qu'elle se laissait gagner par la volupté des caresses de son époux, elle comprit qu'elle devrait couper les ponts avec Antonio. Elle avait tout ce dont elle avait besoin ici même. Et si elle s'était réellement sentie malheureuse dans ce couple, ce serait à elle de le faire savoir à Jean pour qu'il règle la question, ensemble, comme il l'avait toujours fait par le passé. Jean n'avait pas été surpris lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle avait besoin de la soirée le lendemain. Si la veille lui avait apporté une tonne de bonheur et assoupli son humeur, elle n'avait pu s'empêcher de remarquer la lueur de déception dans ses yeux. Comme si pour lui, ce qui s'était passé hier, les efforts qu'il avait mis pour la faire sourire, à bavarder et à cuisiner, sans oublier le cadeau à faire, n'avaient été qu'un coup d'épée dans l'eau. Elle s'était empressée de le rassurer.
Ce merveilleux moment avait justement ouvert les yeux de la femme et lui avait démontré qu'elle ne pouvait se plaindre de sa situation. Enfin, oui, elle pouvait avoir des remontrances à faire et demander des changements sur des détails qui l'emmerdaient, mais ce n'était rien de dramatique. Rien qui justifiait la conduite qu'elle avait eue à son égard depuis trop longtemps. Aussi, elle lui avait fait comprendre que cette sortie serait la dernière, en ce qui avait trait au cours de slackline. Au début, il avait balbutié qu'il ne désirait pas l'empêcher de faire du sport, mais Florence songeait bien davantage qu'en coupant le lien avec le gymnase, elle n'aurait pu accroiser Antonio et sa déplaisante arrogance de sitôt. Cette discussion avec Jean avait eu lieu en matinée, après qu'ils se soient réveillés dans les bras l'un de l'autre. Elle avait ressenti une sérénité complète et totale à cet instant, un sentiment que même son amant n'avait pu lui faire vivre. Alors que 21 heures approchaient, elle gara sa voiture en face de la maison d'Antonio, bien résolue à lui faire comprendre que leur histoire se terminait pour de bon. Ils avaient connu de bons moments, elle ne le nierait pas, mais son destin n'était pas lié à celui de cet homme. Elle en avait d'ores et déjà un qui l'attendait chez elle. En refermant sa portière, elle porta la main à sa gorge, pinçant le collier entre le pouce et l'index. Devait-elle l'enlever pour éviter de provoquer l'ire d'Antonio? À la lumière des lampadaires, il resplendissait de mille feux, semblant absorber la clarté. Soupirant, elle laissa retomber ses doigts. Non, elle n'aurait pas honte que son conjoint la gâte. Ce soir, elle reprendrait sa vie de couple en main et ne s'y ferait plus reprendre. Hochant la tête, les idées plus en place, elle remonta l'allée qui menait à la porte d'entrée. De chaque côté, la pelouse, soigneusement entretenue, témoignait du sens du détail d'Antonio. La devanture en pierre sombre, aux couleurs parfaitement agencées avec la paire de colonnes gardant l'entrée, ajoutait au charme de l'endroit. Ce n'était pas la première fois qu'elle se présentait ici et la finesse de la décoration ne l'émeut pas. Les lèvres pincées et le cœur s'emballant tranquillement, elle cogna doucement pour signaler sa présence. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant que le propriétaire ouvre, s'appuyant nonchalamment contre le cadre, le détaillant sans gêne des pieds à la tête. « Eh bien, ricana-t-il. Regardez ce que la tempête a ramené. » Elle secoua la tête. « J'avais fini par croire que tu ne te présenterais pas, tu sais. »« Ouais, il faut qu'on discute. » L'homme eut un spasme d'ironie. « Tu parles. Mais entre donc, tu ne vas pas rester planté comme une tulipe sur mon paillasson quand même. » Inspirant, Florence prit son courage à deux mains et avança, doublant Antonio qui en profita pour humer le parfum de ses cheveux au passage. Elle ferma les yeux, ne relevant pas le geste. Elle fronça plus haut les sourcils, détectant une odeur plus particulière. « Mais ton haleine, tu as bu ou quoi? » Antonio referma la porte, prenant la peine de verrouiller en gloussant. « J'avais prévu une bonne bouteille, mais à force de poireauter, j'ai décidé de l'entamer sans toi. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'on va pouvoir passer directement au dessert, pas vrai? » Elle recula de 2 pas, croisant les bras, tentant de son mieux de prendre un air autoritaire. « Je ne suis pas là pour ça. Je pense que tu vas devoir vider le reste à ma santé. » L'homme stoppa net, un rictus amusé figé sur ses lèvres. Ses yeux dérivèrent sur son corset, et de fait jusqu'aux bijoux dorés. « Voyez-vous ça? »« J'arrête, » annonça-t-elle simplement, ne remarquant pas le regard marqué sur sa personne. « Je ne suis peut-être pas heureuse à temps plein avec Jean, mais je l'aime et c'est à moi de faire des efforts pour que ça fonctionne. Et si c'est lui qui t'a offert ce bijou, la coupa-t-il? » Elle décroisa les bras, baissant le menton. En effet, hier soir. Elle ne vit jamais venir le coup. Mais l'instant d'après, elle ressentait le contact rude et froid du plancher contre son corps, la bouche emplie d'un goût cuivré. Elle n'avait même pas eu le réflexe de crier, tandis qu'une vague de chaleur envahissait entièrement sa joue gauche. De ce côté-là, ce n'était plus qu'une explosion de lumière à travers laquelle elle apercevait le monde extérieur en flou. Florence ouvrit et referma les mâchoires sans s'en rendre compte, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. De très haut, et lui sembla-t-il de très loin, une voix hargneuse lui parvint. « Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir, ma belle? Parfois, certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce pour prendre des décisions importantes dans leur vie. Putain, je croyais pas en devoir en arriver là avec toi, mais il est hors de question que tu me jettes comme un vieux bassal. Je me suis engagé avec toi et... » Une main puissante agrippa son épaule, l'empêchant de bouger. « D'une façon ou d'une autre, tu vas me respecter. » Il la redressa brutalement, provoquant un désagréable étourdissement chez Florence qui tangua légèrement, encore sous le choc. Elle n'aurait jamais pu soupçonner qu'il avait une telle force et qu'il s'en servirait contre elle.
Il la prit dans ses bras et fit passer le haut de son corps par-dessus sur l'épaule, l'emportant avec lui plus loin dans la demeure. « Alors, comme ça, monsieur le cocu s'endette à vouloir te convrir de bagnole ?» se moqua Antonio, prenant la direction de sa chambre à coucher. « Que c'est mignon! Cet imbécile n'est même pas capable de s'apercevoir que sa poule est en train de visiter les autres basses-cours. » Sans ménagement, pendant qu'elle reprenait ses esprits, il la fit chuter sur le lit. Elle glapit sa surprise, se retenant aux couvertures des deux mains pour ne pas glisser. « Je t'ai averti, Flo. Si tu me décevais, j'allais faire de ta vie un enfer. Je me ferais une joie de lui raconter par le détail nos petites aventures sous la couette, sans parler des messages qu'on s'est envoyés du temps. Comment tu penses qu'il réagirait, hein? » Après la commotion subie par la gifle retentissante, la tête de Florence s'éclaircissait et des larmes commençaient à perler au coin de ses paupières. « Pourquoi tu ferais ça? Juste pour me faire du mal? On a eu du bon temps ensemble, mais maintenant c'est terminé. Si tu m'as vraiment aimé, tu ne devrais pas chercher à me détruire comme ça. » Antonio la considéra un instant, soufflant comme un taureau après l'effort fourni. La lumière n'était pas allumée dans la pièce et seule sa silhouette se détachait en contre-jour grâce aux lampes du couloir. Elle n'arrivait donc pas à déchiffrer son expression, mais ne s'attendait pas à ce qu'il la libère en demandant pardon. Elle s'était mise dans du sale drap, sans mauvais jeu de mots. « Tu sais quoi? » commença l'homme d'une voix suave. « T'as pas totalement tort. J'ai été suffisamment gentil avec toi pour essayer de t'ouvrir les yeux, mais j'ai d'autres chats à fouetter. La vérité, c'est que j'ai pas besoin de toi. Il y a des tas de filles dehors qui sont prêtes à se jeter à mes genoux, que ce soit au gym ou ailleurs. » Elle sentit une bouffée d'espoir à ses paroles. Cependant, elle redoutait la suite. Quand on recevait une fleur, il fallait s'attendre à recevoir un pot en prime. « Je vais te laisser tranquille, » continua-t-il, s'approchant d'un pas. Il leva un bras, tendant l'index. « Mais avant, je veux qu'on baise une dernière fois ensemble. »« Quoi? » ?»« Allons, histoire de boucler la boucle, clore le chapitre. Tu n'iras pas jusqu'à prétendre que j'en demande tellement. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu n'y avais pas pris goût la fois d'avant. » Elle sécha ses larmes du revers de la main, les idées se bousculant dans sa tête. Jamais elle n'avait envisagé qu'elle irait jusque-là. Oui, elle avait prévu une scène de colère ou une crise de larmes, des grincements de dents ou de se faire claquer la porte au nez, mais devoir coucher avec lui, après qu'elle ait décidé de reprendre sa vie en main. « Alors, t'en dis quoi? » pressa Antonio, lui envoyant un relent d'haleine aviné. « Un dernier rodéo et t'en entendras plus jamais parler de moi. » Florence ferma les yeux, crispant les mâchoires. Sa joue lui brûlait toujours, la dissuadant de se lever et d'affronter l'homme sur son terrain. Elle n'était certainement pas de taille à lutter avec lui. Elle jaugea la distance vers la sortie et soupira, sachant fort bien que c'était trop loin. Il aurait eu tôt fait de l'intercepter en pleine course, et à ce moment-là, qui savait dans quelle prédisposition elle se retrouverait alors? Si elle devait en passer par là pour se débarrasser de lui, pour s'assurer de garder son couple intact et recommencer à vivre comme avant, qu'il en fût ainsi. Elle déglutit. « C'est d'accord, » répondit-elle faiblement, une larme dégringolant sa joue en feu. « J'ai pas entendu, » siffla Antonio en portant la main à son oreille. À son ton, elle aurait pu jurer qu'il prenait son pied. Et pourquoi pas d'ailleurs? Elle commençait à découvrir cette facette de dominateur cinglé chez lui et se félicitait d'en avoir fini après ce soir avec lui, même si ce devait se passer de façon aussi ignoble. « J'ai dit que j'étais d'accord, » répliqua-t-elle un peu plus fort. Il croisa les bras. « Voilà que tu te montres plus raisonnable. Enlève-moi tout ça. Plus tôt tu seras parti et plus rapidement je pourrai faire mon deuil, » ricana-t-il. Elle accusa le coup, sentant son cœur se serrer. Elle passait littéralement pour une prostituée à ses yeux, mais elle n'avait plus énormément d'options désormais. Elle s'exécuta donc, rapidement pour en finir au plus vite. Elle se rassit, nue comme un verre devant lui, et lui désigna son cou. « Ça aussi, il est hors de question que tu gardes ça, merde. Ça ferait mauvais goût quand même. » Elle pinça les lèvres, montant les mains à sa nuque. Elle tritura la chaîne, cherchant le fermoir, mais ne le trouva pas. Elle glissa ses doigts le long du collier, perplexe, mais elle ne dénicha aucune trace du mécanisme. Florence le suivit jusqu'au pendentif de chaque côté, sans tomber dessus. « C'est pour aujourd'hui ou pour demain? » gronda Antonio. « Il n'y a pas de fermoir, » articula Florence, fronçant les sourcils. Pourtant, la veille, elle en avait bel et bien vu un. Jean l'avait déverrouillé avant de lui passer au cou. Elle effleura de nouveau le bijou, reprenant ses recherches. « C'est comme tu veux, Flo. Si tu veux le garder, j'en ai rien à battre de toute manière.
Maintenant, monte sur le lit et tourne-toi les mains sur la couette. » Elle ne l'entendit pas au premier coup, encore intriguée par le collier. Sifflant entre ses dents, Antonio tendit la main, refermant sa poigne sur le menton de la femme pour la forcer à écouter. « T'es sourde, lança-t-il. Tu veux sortir d'ici ou y passer la nuit? Retourne-toi, bon sang. Et gaffe aux mouvements brusques, ma belle. Je suis sympa, mais j'ai mes limites. » Ravalant sa fierté, elle se mit en position, fermant les yeux. Ce ne serait un très mauvais moment à passer. Elle qui avait voulu connaître les délices et les frissons d'une vie extra-conjugale, voilà qu'elle était servie sur un plateau d'argent. Contrairement à toutes les belles histoires qu'elle avait entendues ou lues sur le sujet, elle ne se sentait ni choyée, ni comblée par cet homme, qui s'apprêtait ni plus ni moins à la violer. Elle l'entendit se dévêtir à son tour, son souffle devenant soudainement plus rauque et plus profond. Florence sentit une pression peser sur son cœur, espérant qu'il finirait rapidement et qu'elle pourrait enterrer définitivement cet épisode dans un recoin de son esprit à tout jamais. À un moment où les mains chaudes d'Antonio venaient s'échouer sur la peau tendre de ses fesses, la respiration de la femme devint laborieuse et elle s'écroula vers l'avant. L'homme jura. « Si t'essaies de te dérober, je peux te jurer que ça va seulement être pire, » ragea-t-il, la forçant à se retourner sur le dos. Florence n'offrit aucune résistance, n'émettant qu'un croassement sec et portant les doigts à sa gorge. Antonio siffla entre ses dents, allant ouvrir la lumière du plafonnier. « Sérieusement, si tu te conduisais en adulte responsable, tu nous rendrais un énorme service à tous les... » Lorsque la pièce fut éclairée, il ne put finir sa phrase pris de court. Florence se débattait dans son lit, roulant d'un côté et de l'autre. Il fondit sur elle, seulement drapé de sa pudeur, cherchant des yeux le problème. Avait-elle omis de lui signaler qu'elle était épileptique ou quoi? Déjà, ses joues commençaient à prendre une vilaine teinte foncée. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient sans émettre le moindre son, totalement bleuies. Ses globes oculaires s'affolaient dans leurs orbites en quête d'un secours providentiel. Descendant son attention, Antonio vit qu'elle tirait avec vigueur sur la chaînette en or, agrémentée de son petit cœur gravé, qui entravait sa respiration, étouffant son cou. « Mais putain, à quoi tu joues? » s'énerva-t-il. Il attrapa ses doigts qui retenaient le bijou et les força un à un à lâcher prise. Cette folle essayait de se faire du mal sous son toit. Il n'en revenait tout simplement pas. Ensuite, elle aurait été voir les policiers pour se plaindre d'agression, et puis quoi encore? Il défit la poigne de Florence sur le collier, s'apprêtant à dégager le filin d'or qui causait préjudice. Mais au moment où il réussit à arracher le pouce, dernier bastion de résistance de la femme, non seulement la chaîne ne se descendit pas, mais elle mordit la chair de plus belle, comme mue par une vie propre. Antonio se redressa, médusé. La femme se cabra sous lui, le prenant de court. Il tomba à moitié sur le sol, gardant un bras sur la couette, mais un genou au sol en grimaçant. Le bijou cisaillait maintenant la gorge de Florence, agissant tel un garrot. Un filet de sang apparut bientôt sur tout le pourtour du cou, venant souiller le drap sous Florence. Sentant la panique le gagner, Antonio tenta de dégager l'accessoire meurtrier, mais ses doigts ne rencontrèrent que les lèvres de la plaie, se couvrant de sang à force de retrouver l'objet. Florence lança un bras dans sa direction, le griffant méchamment à l'avant-bras au passage et crispa ses muscles, refermant sa poigne sur son poignet. Son visage virait au noir et ses pupilles étaient injectées de sang également. « C'est du délire !» pleurnicha l'homme, perdant son contrôle. Il tira pour se dégager de l'étreinte et hurla quand les ongles pénétrèrent son épiderme, créant une série de sillons sanguinolents. Il recula jusqu'au mur du fond, le dos bien appuyé et finit par se laisser glisser. Florence se débattait de moins en moins, alors que les couvertures devenaient écarlates. Elle eut quelques derniers soubresauts, certains plus violents que l'autre, avant de se figer complètement. Antonio se couvrit la bouche de ses deux mains, se barbouillant du même coup d'hémoglobine du menton jusqu'à la base du nez. Il n'arrivait pas à en croire ses yeux. La femme qu'il allait se taper venait de mourir directement devant lui, sans qu'il puisse faire quoi que ce fût pour lui venir en aide. Étouffée à mort par un foutu collier en or. Cadeau du mari en plus. Sacré cadeau, plutôt. Elle allait tenter de se relever malgré ses tremblements, quand un bruit sec le fit se rassir lourdement. Sur le lit, la blessure au cou de Florence sembla hoqueter, projetant une bulle de sang dans la pièce. Ensuite, la tête entière roula mollement sur le côté, avant de dégringoler sur le plancher comme une boule de bowling. Antonio s'évanouit à cet instant. Comme il s'enfonçait dans les brumes de l'inconscience, il entendit très clairement le caquettement amusé et froid d'une vieille femme.